Le 22 juillet 2001, un dimanche après-midi ensoleillé à Richmond, Indiana, la vie de Marilyn Renée McCown, connue de tous sous le nom de Nikki, est sur le point de basculer. À 28 ans, Nikki est une femme pleine de détermination et d'ambition. Depuis son plus jeune âge, elle se passionne pour la justice pénale, rêvant de rejoindre le FBI ou les US Marshals. Elle est brillante, indépendante et excelle à l'école, figurant régulièrement sur la liste du doyen à Sinclair Community College. Mais Nikki désire aussi une famille. Elle a déjà une fille, Peyton, née d'une relation antérieure avec un homme de Richmond nommé Steven Johnston. Cette relation avec Steven fut difficile. Il l'a trompée et s'est montré parfois violent. Nikki a dû le quitter, mais ils ont maintenu une relation positive pour le bien de leur fille. Le destin frappe le nouveau, lorsque son premier amour, Bobby Webster, revient de Californie. Ils s'étaient rencontrés au lycée et s'étaient séparés lorsque Bobby a parti. Dès son retour, la flamme se rallume. Leur histoire est décrite comme un véritable tourbillon romantique. Nikki est sur le point d'avoir tout ce qu'elle a toujours voulu. Elle jongle avec son poste de garde pénitentiaire, où elle a rapidement progressé pour devenir chef comptable et même rejoindre l'équipe de négociation d'otages. Et ses études. Bobby la demande en mariage. La date est fixée, le 18 août 2001. Il ne reste que 3 semaines. Ce fameux dimanche de juillet 2001, Nikki est en train de cocher sa liste de tâches pré-mariage. Bobby est occupé de son côté à régler les derniers détails des smokings avec ses amis. Nikki, elle, a 2 missions principales. Aller chercher des fournitures de beauté à Dayton, Ohio, puis faire la lessive. Pour faciliter le transport des vêtements, Bobby lui a prêté sa grande voiture GMC. Bobby et Nikki se quittent vers midi. Nikki dépose d'abord sa fille, Peyton, âgée de 8 ou 9 ans, chez ses parents, dont la maison est située juste à côté de la laverie. C'est une routine dominicale. Le plan est simple. Nikki doit déposer ses affaires à la laverie automatique, revenir chez sa sœur ou ses parents pour patienter le temps que le linge sèche, et ensuite rentrer chez elle pour rejoindre Bobby. Mais ce jour-là, quelque chose ne tourne pas rond. Après avoir mis les vêtements à laver, Nikki se rend chez sa famille. Sa mère, Barbara, et sa sœur Tammy remarquent qu'elle est inhabituellement agitée et contrariée. Quand elle lui demande ce qui se passe, Nikki lâche une phrase inquiétante. « Ils ne veulent pas me laisser tranquille. » Qui sont-ils ? Nikki explique qu'elle est harcelée par 2 hommes à la laverie. Sa mère lui suggère d'ignorer la situation, notant qu'elle est une fille attirante. Pour éviter tout problème, Barbara propose à Nikki de ramener le linge mouillé et d'utiliser le sèche-linge familial. Mais Nikki est têtue et indépendante. Elle refuse l'aide de sa mère, affirmant qu'elle peut gérer la situation. Elle dit à sa famille qu'elle va simplement retourner à la laverie pour récupérer le linge sec, puis qu'elle reviendra chercher Peyton. Nikki McCown quitte la maison de sa famille et se dirige vers la laverie. Elle ne sera plus jamais revue. Vers 16h30, Bobby revient du magasin de smokings. Il ne s'inquiète pas immédiatement. Il suppose qu'elle est soit en train de faire du shopping supplémentaire, soit en train de discuter du mariage chez une amie, ou même qu'elle est partie travailler. Nikki, passionnée par son emploi à l'établissement correctionnel de Dayton, Ohio, à 40 minutes de là, se rendait occasionnellement au travail même si elle n'était pas appelée. Bobby s'installe devant la télévision et perd la notion du temps. Mais à 17h30, Nikki n'est toujours pas rentrée chez sa sœur ni n'a donné signe de vie. Quand Bobby essaie de l'appeler, il n'y a pas de réponse. Le premier véritable signal d'alarme survient lorsque la grand-mère de Peyton appelle Bobby. Nikki n'est pas venue chercher sa fille. C'est totalement inhabituel. Peyton est récupérée par son père, Steven Johnston. Bobby, les frères et sœurs de Nikki et ses parents se réunissent pour élaborer un plan. L'inquiétude monte, d'autant plus que Nikki a laissé son sac à main et sa carte d'identité dans l'appartement qu'elle partageait avec Bobby et Peyton. Si elle avait prévu de s'éloigner ou de retourner à Dayton, elle n'aurait jamais fait ça. Entre 21h et 22h, la famille commence à appeler les hôpitaux locaux, craignant qu'elle ait été victime d'un accident. Toutes les pistes sont des impasses. Vers 23h, le père de Nikki prend une décision. Il faut signaler sa disparition. La famille se rend au département de police de Richmond pour déposer un rapport de personnes disparues. Mais la police refuse d'ouvrir immédiatement une enquête. La raison est frustrante. Il faut attendre 72 heures pour signaler la disparition d'un adulte, car la loi présume qu'elle a le droit de partir si elle le souhaite. Malgré les protestations de la famille, l'insistance sur l'imminence du mariage et le fait que ce comportement n'est absolument pas celui de Nikki,
Les autorités concluent qu'elle a probablement simplement eu la peur de l'engagement, cold feet, stressée par le mariage. Ce n'est que le lundi matin, lorsque Nikki manque son poste à l'établissement correctionnel, un emploi qu'elle adorait et qu'elle ne manquait jamais, que la police de Richmond commence à s'inquiéter et intensifie ses recherches. Les enquêteurs interrogent l'entourage de Nikki pour déterminer si sa journée était normale. Ils se concentrent d'abord sur l'incident du harcèlement à la laverie, impliquant les deux hommes. Cependant, les employés de la laverie n'ont signalé aucun problème et cette piste s'avère sans suite. La police examine alors la vidéosurveillance. Des images sont récupérées d'un dépanneur ou d'une épicerie située en face de la laverie. Ces images montrent Nikki à l'intérieur, effectuant un achat. Les enquêteurs notent qu'elle ne semblait pas paniquée, ni sous contrainte. Elle part normalement. Les sources divergent quant au moment exact de ces images, avant ou après sa visite chez sa mère. Mais elles confirment qu'elle était bien là et qu'elle n'a pas été enlevée directement depuis la laverie. Très rapidement, les yeux de la famille et ceux de la police se tournent vers le fiancé, Bobby Webster. Bobby participe activement aux recherches organisées par la famille, distribuant des dépliants et organisant des équipes. Mais son comportement soulève de sérieux doutes. Les sœurs de Nikki remarquent son apparence curieuse. Alors qu'elles sont elles-mêmes débraillées et dévastées, Bobby est toujours propre et bien habillé, comme s'il était prêt à passer devant les caméras. Et de fait, il se place souvent au centre des interviews médiatiques. Mais c'est ce qu'il fait juste après la disparition qui est le plus alarmant. Bobby commence immédiatement à annuler le mariage. Il annule la salle de réception et obtient un remboursement. Il tente également de récupérer l'argent des bagues de mariage. De plus, il aurait contacté l'école de Nikki pour se faire rembourser l'argent de ses frais de scolarité. Ce comportement est extrêmement troublant pour la police et la famille. C'est comme s'ils savaient qu'elle ne reviendrait pas. La police convoque Bobby pour un interrogatoire. Il coopère et propose une explication à ses actions suspectes. Il prétend qu'il cherchait seulement à réunir de l'argent pour offrir une récompense. Il a besoin d'argent pour acheter un téléphone portable afin d'être en contact constant avec les équipes de recherche. Il nie avoir tenté de récupérer l'argent des frais de scolarité de Nikki et insiste sur le fait qu'il n'a jamais annulé le mariage, mais seulement fait des appels pour signaler un retard ou un report, car la cérémonie dans 3 semaines était désormais impossible à maintenir. Pour la police, ces explications sont faibles. Elle demande à Bobby de passer un test polygraphe. Bobby échouait le détecteur de mensonges. L'examen indique qu'il a fait preuve de tromperie. Bobby expliquera plus tard que cette tromperie provenait de son sentiment de culpabilité, car il était son fiancé et avait l'impression d'avoir manqué à son devoir de la protéger. Malgré les actions erratiques de Bobby et l'échec du polygraphe, la police n'a aucune preuve matérielle concrète pour l'impliquer dans la disparition. Il est désigné comme personne d'intérêt et non comme suspect. Et l'enquête doit passer à autre chose. L'enquête s'enlise. Puis, 3 mois et demi après sa disparition, le cas connaît un développement majeur. Le 3 novembre 2001, vers 7h30 du matin, le véhicule de Nikki, la grande voiture GMC de Bobby, est retrouvé. Dayton, Ohio, à environ 1 heure de Richmond, dans le parking d'un complexe d'appartements nommé Meadows of Catalpa. La police est surprise par l'endroit. Ce n'est pas là qu'elle aurait dû être. La voiture est en bon état apparent, mais la découverte la plus étrange se trouve à l'intérieur. Le linge de Nikki est toujours dans la voiture, plié dans les paniers. Cela signifie que Nikki a volontairement quitté la laverie, a terminé le séchage, plié ses vêtements et les a mis dans la voiture. Elle n'a donc pas été enlevée de force de la laverie, comme le suggéraient les premières théories. De plus, l'analyse montre que le siège conducteur est réglé dans une position qui correspondrait à la taille de Nikki. Il est probable qu'elle ait conduit elle-même le véhicule jusqu'à cet endroit pour rencontrer quelqu'un. La police envoie la voiture au laboratoire criminel de l'État pour des tests ADN, de sang et d'empreintes digitales, espérant un indice. Malheureusement, le véhicule revient entièrement nettoyé. Pas de sang, pas d'ADN étranger, rien. Certains éléments comme la colonne de direction et la radio semblent avoir été manipulés, mais aucune trace exploitable n'est trouvée. La localisation du véhicule est le premier indice concret depuis des mois. Et il est extrêmement révélateur. La grande voiture est stationnée dans le complexe d'appartements où vit Steven Johnston, l'ex-petit ami de Nikki et le père de Peyton.
Ceci est un drapeau rouge majeur. Les enquêteurs se demandent si Steven, potentiellement aigri de voir la mère de sa fille sur le point d'épouser un autre homme, n'aurait pas pu se venger. La police de Richmond contacte Steven Johnston. Steven se montre très coopératif, même très en colère de la situation. Il se dit prêt à tout fournir, son ADN, ses empreintes, et il accepte immédiatement de passer un test polygraphique. Steven Johnston réussit le test polygraphique. Il fournit également un alibi solide. Face à ces résultats et à l'absence de preuves matérielles le liant à la voiture ou à la disparition, la police conclut que le fait que la voiture ait été trouvée dans son complexe est probablement une coïncidence troublante. L'enquête aurait dû s'arrêter là, mais en creusant les environs, les enquêteurs font une autre découverte. À seulement un quart de mile de là, environ 400 mètres, se trouve un autre complexe d'appartements où vit un ami et collègue de Nikki. Cet homme s'appelle Tommy Swint. Tommy et Nikki travaillaient tous les deux au même établissement correctionnel de Dayton. Nikki le considérait comme une figure de grand frère. Mais la police découvre rapidement que Tommy voyait Nikki différemment. Des rumeurs couraient et des amis et membres de la famille croient qu'il avait une obsession pour elle. Tommy n'était pas seulement obsédé, il était connu pour être agressif, en particulier envers les femmes. Son tempérament avait suscité des avertissements à Nikki, mais elle, optimiste, avait cru en lui. La police découvre 2 incidents majeurs impliquant Tommy et Nikki avant sa disparition. La sœur de Nikki, Michelle, s'est un jour rendue à l'appartement de Nikki et a entendu sa sœur crier à l'aide. En entrant, Michelle a vu Tommy Swint sur Nikki, qui tentait de le repousser avec son pied. Nikki a raconté à sa sœur qu'elle pensait qu'il était sur le point de l'agresser sexuellement. Juste avant sa disparition, Nikki a une fête prénuptiale. Tommy n'était pas invité, mais il lui a envoyé un cadeau, de lingerie très osée. Un cadeau que beaucoup ont trouvé très effrayant et inapproprié, étant donné qu'elle allait épouser un autre homme. L'attention des enquêteurs se concentre désormais sur Tommy. La voiture de Nikki était stationnée près de son domicile, non loin de celui de Steven. De plus, Nikki avait appelé la petite amie de Tommy, qui vivait avec lui, le jour même de sa disparition. La sœur de Nikki, Michelle, pense que Nikki pourrait s'être rendue chez Tommy pour récupérer quelque chose, peut-être des vitamines pour les cheveux et les ongles, ou pour s'expliquer sur la situation. La police confronte Tommy. Il se révèle non coopératif. Il ne répond pas complètement aux questions, élude les sujets ou change de conversation. Il donne l'impression de se dérober. La police est dans une impasse. Elles ont un homme avec un mobile, obsession, rejet, mais aucune preuve physique ne le lie à la disparition de Nikki. Elles le placent sur leur liste de personnes d'intérêt, mais l'enquête piétine et elles ne peuvent pas le forcer à parler. Les pistes s'éteignent. 6 longues années s'écoulent sans aucune avancée dans l'affaire Nikki McCown. Le manque de réponse est dévastateur pour la famille. Chaque année, la famille organise des veillées, cherchant à maintenir l'histoire de Nikki dans les médias pour que le public ne l'oublie pas. En 2004, une récompense de $100 000 est brièvement offerte pour toute information menant à Nikki, avec un délai de 20 jours. Malgré cette somme considérable, personne ne se manifeste. Cela soulève une question. Est-ce que personne ne sait rien, ou est-ce que ceux qui savent ont peur ou sont impliqués? En 2007, un rebondissement se produit. Et il est à peine croyable. La police de Richmond apprend que Tommy Swint, leur principale personne d'intérêt dans la disparition de Nikki, a été embauché comme policier dans la ville voisine de Trotwood, Ohio. Les enquêteurs de Richmond sont sidérés. Comment un département de police a-t-il pu embaucher un homme considéré comme ayant un lien possible avec une disparition non résolue? Ils contactent le chef de police de Trotwood, qui leur révèle que Tommy n'a jamais divulgué son statut de personne d'intérêt lors de son embauche. Tommy, qui n'a travaillé que 2 mois pour Trotwood, reçoit 2 options: démissionner ou être renvoyé. Il choisit de démissionner. Mais Tommy ne part pas silencieusement. Il engage un avocat et poursuit en justice la ville de Richmond et son département de police, alléguant un licenciement abusif et affirmant qu'on ne lui avait jamais dit qu'il était une personne d'intérêt. Le département de police de Richmond réplique, prouvant qu'il avait bien été informé et que sa coopération était loin d'être totale. Ce procès, bien que finalement rejeté, fait la une des journaux. La photo de Tommy Swint est partout. Dans le cadre du procès, et pour tenter de prouver sa prétendue coopération, la police de Richmond défie Tommy. S'il est si innocent, pourquoi n'a-t-il jamais donné son ADN? Tommy accepte alors de fournir son ADN à la police de Richmond, croyant que cela l'aiderait à gagner son procès. Cependant, à l'insu de Tommy,
cette médiatisation massive a eu un effet secondaire inattendu. À Dayton, Ohio, la police reçoit un appel anonyme. Quelqu'un qui a vu le visage de Tommy Swint dans les nouvelles suggère aux autorités de l'enquêter pour un autre dossier non résolu. L'appel anonyme concerne le meurtre non élucidé de Tina Marie Ivory. En 1991, 16 ans plus tôt, Tina Ivory, 33 ans, avait été retrouvée morte à Dayton, Ohio. Son corps avait été jeté comme des ordures, sur le bord d'une route, dans une zone de décharge. L'autopsie avait révélé qu'elle était morte par étranglement et traumatisme contondant. À l'époque, bien que la technologie fût moins avancée, les enquêteurs avaient réussi à isoler un profil ADN masculin provenant de taches de sang et de sperme récupérées sur la couverture utilisée pour envelopper le corps de Tina. Faute de suspects correspondants dans les bases de données, le cas de Tina était resté froid pendant 16 ans. Grâce à l'appel anonyme, les enquêteurs de Dayton se rapprochent de la police de Richmond. Ils découvrent que Richmond détient maintenant l'ADN de Tommy Swint, obtenu dans le cadre de son procès et de son besoin de paraître coopératif. Tommy ne savait absolument pas qu'il était désormais sous le radar pour le meurtre de Tina Ivory. Les autorités de Richmond transmettent l'échantillon à Dayton. Le choc est immédiat. L'ADN de Tommy Swint correspond au profil génétique du tueur de Tina Ivory. Son ADN correspond au sang trouvé sur la couverture et à 2 taches de sperme sur la veste de Tina. L'équipe d'enquête décide d'aller plus loin. Grâce aux nouvelles technologies, il réexamine les preuves et parvient à extraire une empreinte digitale du ruban adhésif utilisé pour ligoter Tina. Ils doivent maintenant obtenir une empreinte de Tommy pour comparaison. Tommy Swint a déménagé en Alabama et travaille comme gardien de sécurité. La police de Dayton se rend en Alabama avec un mandat. Il l'arrête lors d'un contrôle routier alors qu'il se rend au travail, encore en uniforme de sécurité. Tommy se montre une fois de plus étonnamment coopératif. Il accepte de donner ses empreintes digitales sans poser de questions. Les empreintes correspondent. Tommy Swint est l'assassin de Tina Ivory. La police de Dayton confronte Tommy avec la preuve écrasante, enregistrant ses réactions. « La raison est que vous l'avez tué, » dit l'enquêteur. « Nous avons des preuves qui disent que vous l'avez fait. Qu'avez-vous à répondre à cela ?» Tommy Swint, choqué mais demandant un avocat, quitte la pièce. La police de Dayton prépare immédiatement un acte d'accusation pour meurtre. Pour la police de Richmond, c'est un développement colossal. Tommy Swint passe instantanément du statut de personne d'intérêt potentiel à celui de principal suspect dans la disparition de Nikki McCown. Ils sont convaincus que l'interroger en lien avec le meurtre de Tina Ivory leur permettra enfin d'obtenir des informations sur le sort de Nikki. Les agences de police de l'Indiana, de l'Ohio et de l'Alabama coordonnent l'arrestation. Le jour où l'inculpation est prononcée, la police d'Alabama se rend au domicile de Tommy Swint pour l'arrêter. Alors qu'ils approchent de la maison, ils entendent un coup de feu. Tommy Swint s'est suicidé. Après 20 ans d'attente pour la famille de Tina Ivory, le tueur est identifié, mais la justice en personne ne pourra jamais être rendue. Pour la famille de Nikki McCown, l'espoir d'obtenir enfin des réponses est anéanti en un instant. La police de Richmond est maintenant certaine que Tommy Swint était responsable de la disparition de Nikki. Il avait un schéma, obsession, violence et meurtre par strangulation, dans le cas de Tina Ivory. Les enquêteurs se demandent si Tommy Swint n'était pas un tueur en série. Ils croient qu'il a emporté de nombreux secrets dans sa tombe. Le mystère reste entier. Comment Nikki était arrivée jusqu'au complexe d'appartements de Dayton, Ohio, près du domicile de Tommy. La théorie la plus forte est qu'elle s'y est rendue volontairement, peut-être pour parler à la petite amie de Tommy, qui habitait avec lui, ou à Tommy lui-même. Se pourrait-il que la mention de 2 hommes harcelant Nikki à la laverie ait été une tentative pour masquer sa véritable destination, ou sa véritable source de détresse ce jour-là, peut-être pour éviter d'inquiéter sa famille ? Si elle se rendait chez Tommy et sa petite amie, peut-être était-ce de ces 2 personnes qu'elle parlait. Après le suicide de Tommy Swint, la police croit qu'il reste une personne qui détient des informations cruciales, sinon toutes les réponses. Cette personne est la coéquipière de Tommy à l'établissement correctionnel avec qui il entretenait une relation amoureuse à l'époque de la disparition de Nikki. Les enquêteurs pensent que Tommy a pu lui confier des informations concernant Nikki, ce qu'on appelle « pillow talk », confidence sur l'oreiller. Cette femme vivait avec Tommy près de l'endroit où la voiture de Nikki a été retrouvée. Nikki l'a appelée ce jour-là. La police et la famille se demandent si cette femme n'aurait pas pu attirer Nikki dans l'appartement, peut-être par jalousie, car Tommy était obsédé par Nikki, ou par manipulation,
conduisant à l'agression et à l'enlèvement. Si la voiture de Nikki était propre et réglée pour sa taille, cela soulève d'autres questions. Se pourrait-il que Tommy, expérimenté dans l'assassinat, ait demandé à sa petite amie, qui pourrait être de la même taille que Nikki, de déplacer le véhicule et de nettoyer l'ADN? Et est-ce que la voiture a vraiment été là pendant 3 mois, ou a-t-elle été placée peu avant sa découverte, peut-être dans l'espoir de faire accuser Steven Johnston, l'ex de Nikki, qui vivait sur place? Le fait que cette femme n'ait jamais témoigné, même après la mort de Tommy, renforce les soupçons qu'elle détient des informations capitales, ou qu'elle était impliquée. La famille de Nikki lance un appel poignant à cette femme. « Je sais que Swint t'a dit quelque chose. Nettoie ta conscience. Tu es censée être chrétienne. Vas-y, mets-toi en règle avec Dieu. Mets-toi en règle avec nous. » 17 ans après la disparition de Nikki McCone, son fiancé Bobby Webster vit toujours seul et porte le fardeau de la culpabilité, souhaitant juste des réponses. Sa fille, Peyton, qui avait 9 ans, est maintenant une femme de 26 ans avec un enfant. Aujourd'hui, l'affaire de Nikki McCone repose sur un dernier espoir, que la coéquipière de Tommy Swint, cette dernière personne détenant peut-être la vérité, décide de se manifester et de révéler les secrets que Tommy a emportés dans sa tombe.